3 fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans 3 fois par jour. Je m'appelle Florent Piard, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons 3 fois par jour. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. Dans cet épisode, Éléonore et moi partons à la rencontre de Cédric Briand et Hervé Méran, 2 des 3 associés de la ferme des 7 Chemins située à Plessé en Loire-Atlantique. Cette ferme est un des projets agricoles les plus passionnants que j'ai eu le plaisir de découvrir. Nous travaillons avec eux depuis plusieurs années maintenant et avons développé une proximité, un lien fort qui va bien au-delà de la relation marchande que nous avons par ailleurs. Cédric et Hervé, avec Mathieu Hamon, leur 3e associé qui n'apparaît pas dans cet épisode, élèvent une 40aine de vaches laitières de race bretonne pinoire, une race locale et rustique, le tout en agriculture biologique. Ici, que de l'herbe, pas d'ensilage et un lait gras, nourrissant avec lequel ils produisent sur place de fabuleux produits crémiers et fromagers. La ferme des 7 Chemins produit également, et cette fois de manière intensive, quelque chose d'essentiel, du lien social. Avec eux, on va parler d'élevage, de race locale, de fromage de bretonne pinoire, de gouelle, d'engagement, de développement local et de plein d'autres sujets passionnants. Je vous souhaite une excellente écoute. Moi je suis Cédric, un des 3 associés de la ferme des 7 Chemins. Petite ferme. Il y a 70 hectares, alors ça peut ne pas vouloir dire grand-chose, mais aujourd'hui, la moyenne des élevages en France, tout système, c'est 70 hectares par paysan. Et nous, on est 3 dessus, donc c'est ridicule. Mais on en vit bien. Donc on a des bretonnes pinoires, donc qui est une race locale qui a failli disparaître. Donc on participe à la sauvegarde et qui a à peu près 50 vaches. Notre cadre, on va dire, de valeur, c'est l'agriculture paysanne. On est agréé en agriculture biologique, évidemment. On est en circuit court. L'idée, c'était d'aller travailler sur l'autonomie alimentaire pour nos animaux, décisionnelle. On veut être maître chez nous de nos décisions, de nos choix. Donc pour ça, il faut pouvoir ne pas dépendre de l'amont ou de l'aval. L'idée, c'est de tout maîtriser. On est quand même dépendant du banquier à un moment donné, quand il faut faire des prêts. Mais c'est un peu notre philosophie, c'est dire voilà, on veut sauvegarder la biodiversité, montrer que on peut faire du développement économique, du développement culturel, créer du lien social. Il y a tout ça qui se passe en fait, et c'est ça qui est important, c'est de maintenir de l'activité sur des communes comme celle-ci, parce que si on ne pratiquait pas cette agriculture-là, dans les 10 ans qui viennent, sur la commune par exemple, il y a 60% des éleveurs qui vont partir à la retraite. Donc qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas de système qui réintègre le territoire, dans 10 ans, il ne reste plus que 10 agriculteurs sur la commune et peut-être que 2 dans 20 ans. Vous travaillez avec la bretonne pinoire. Pourquoi c'est essentiel de sauvegarder, de redévelopper certaines races ? Je vais faire une réponse très 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 bête, très basique, c'est lutter contre l'uniformisation. C'est-à-dire que si on a des animaux différents, qui ont des besoins différents, des comportements différents, des laits différents, des viandes différentes, ça participe à la diversité d'élevage, de transformation culinaire. Et donc du coup, je pense que l'être humain, il est plus épanoui dans la diversité que dans la stérilisation, dans l'uniformisation. Par exemple, concrètement, je me mets du côté éleveur. Si on uniformise, on devient dépendant, l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne reste plus qu'une race de vache qui produit qu'un seul type de lait. Et le jour où il y a un dysfonctionnement, un grain de sable dans la machine, tout s'écroule. Et il n'y a plus rien. Et c'est l'effondrement. Je lave, ouais, c'est ça. On a des petites lavettes en tissu individuelles là, et on lave chaque vache bien comme il faut pour que le lait soit pas sale. Voilà, donc on lave les pilles et puis après je vais faire les premiers jets. Donc je vais tirer le premier lait.
À quel moment vous sélectionnez les vaches que vous gardez, les veaux que vous gardez et vous faites une réunion à 3 et vous... Ouais, c'est beaucoup à 3, mais en réalité, les vaches, on les garde toutes les jeunes en tout cas. On en vend quelques-unes, souvent avant qu'elles quand elles sont pleines. Et puis après, on en fait véler beaucoup quand même. Et on les amène ici, là, dans la salle de traite. Et puis la sélection, c'est sur la quantité de lait. Il y a des vaches, des génisses encore en bretonne pinoire, là, qui démarrent pas en lait, qui font pas de lait. Donc elles font une semaine, 15 jours, et puis après on abandonne. Il y a bien un niveau de lait en dessous duquel tu te dis ça vaut plus le coup de la garder ou... Alors souvent c'est pas le lait parce qu'en fait plus elle vieillit une vache, plus elle prend du gabarit, tu vois, plus elles sont grosses en vieillissant, elles ont du coffre et en général elles font du lait. Elles font plutôt du lait, leur maximum ça va être au bout de 2 ou 3 lactations, tu vois. Et après elles tiennent ce lait là en général dans le temps. Elles peuvent durer très longtemps, par contre la qualité du lait ça peut pêcher. Et donc on fait des... Il n'y a pas que le volume. Non, il n'y a pas que le volume. On fait des contrôles qualité là, tous les mois avec un organisme indépendant. Là. Le principal critère de réforme, c'est ça. Qualité du lait. Qualité, et puis après tu peux avoir la reproduction parce que pour faire du lait, il faut un veau. Une vache, elle démarre sa lactation en faisant son veau. Et au bout d'un moment, si la reproduction pêche un peu et puis qu'on n'arrive plus à faire de veau à la vache, et ben là, elle arrête de faire du lait et du coup on est obligé de la réformer aussi, quoi. Voilà, mais l'avantage ici c'est qu'on les garde quand même à l'engraissement. Et on les valorise en viande. Allez, on y va. Là, je suis en train de mouler des petits fromages dans la fromagerie, pendant que Hervé est à la traite. Donc lui, il m'envoie le lait et puis on va le transformer. Donc là, on a une espèce de gros yaourt. Il y a 60 litres à peu près. Et donc je vais le mouler au pochon. C'est la petite louche tranche comme ça. Et puis hop, on met dans le moule. Dans 1 heure, je ferai un retournement. Je les retournerai dans le moule pour qu'ils continuent de s'égoutter. Ce soir, nous aurons un 2e retournement. Demain matin, un 3e retournement avec un salage d'une face. Samedi matin, démoulage sur grille. Levurage pendant tout le week-end ici à 20 degrés, là, à température ambiante, pour que ça levure, que ça sèche et que ça levure. Et une fois qu'ils ont bien levuré, dans l'armoire d'affinage à 12-13 degrés. Et là, toc, l'affinage commence. Regarde, on commence à avoir le lait qui commence à changer de couleur en fait. Avec l'herbe qui pousse là, l'herbe poussante du printemps, elle est très chargée en chlorophylle. Et donc tout de suite la chlorophylle, le carotène de la chlorophylle vient se fixer sur la matière grasse. Et tout de suite ça va colorer le lait très rapidement en fait. C'est pour ça que le lait est plus jaune au printemps. Toi juste après le lycée, t'as fait... En fait j'ai fait... à l'école, Ouais. faire du éleveur, fromager. Moi j'étais fils de paysans, enfin mes parents étaient... toute la famille, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Donc j'ai fait un BTS, production animale. Puis à la sortie du BTS, en fait, j'ai été embauché directement. Ça s'appelait Bovin Croissance. C'était un service de la Chambre d'agriculture, en fait. Et on faisait du suivi technico-économique en viande bovine. J'ai fait ça 4 ans. Donc c'était passionnant. Je faisais sur une partie, j'avais une zone dans le département de suivi d'éleveurs. Et puis sur une autre activité qui était le pointage, je notais les animaux, leur morphologie en fait, dans certaines races, blonde d'Aquitaine, limousine et partenaise. Donc je voyais beaucoup de systèmes, beaucoup d'éleveurs, éleveuses. Ça m'a permis aussi de sortir de mon prisme de la ferme familiale en fait. Et cette idée de se dire mais moi je veux... Ce métier il me passionne, il m'intéresse, mais je veux pas le faire comme il est en train de devenir là. Ça m'inquiétait déjà à l'avenir, la dépendance des producteurs, ce système hyper intégré, hyper vertical. Donc après, j'ai bossé 3-4 ans là, à la chambre, et puis après, je me suis dit, mais non, mais faut que je sorte de ce système, parce que bah, t'es pris dans le truc, quoi. T'es dans une corporation, tu continues le chemin qui est tracé, quoi. Et pour sortir de la route, il faut faire le pas de côté, quoi. Mais pour faire le pas de côté, bah, il faut prendre un risque. Je me souviens, quand je l'ai fait,
Emma était bébé, quoi. Donc j'ai démissionné de mon boulot, je me suis retrouvé animateur dans un site touristique sur le lait. Donc chargé de l'animation sur le grand public et les scolaires. Et là, il y avait des races locales comme animaux support. Du coup, ces animaux faisaient partie de réseaux associatifs. Et là, je suis rentré dans les associations. Dès 2000, je suis rentré dans le conseil d'administration de la race nantaise, de la bretonne pinoire. Et donc, j'ai côtoyé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des éleveurs et des éleveuses, ils faisaient ça depuis 20 ans, 30 ans, quoi. Puis ils en vivaient en plus. J'ai dit, attends, on m'a pas appris ça, moi, en BTS. Déjà qu'il y avait des races différentes que celles, les dominantes. Ah non, même pas en BTS. On n'apprenait même pas ça. Non, moi, j'apprenais en BTS à faire des rations pour des vaches laitières qui produisent 40 kilos de lait par jour, avec des farines de plumes, des farines de viande, des pulpes de citrus. C'était en 95, avant la vache folle. Mais l'étudiant en lycée agro qui a grandi dans le coin, il connaît l'existence de la bretonne, par exemple. Maintenant, oui. Dans l'imaginaire collectif et de la façon dont c'est ancré, c'est encore des vaches... c'est pour s'amuser, quoi. C'est des bobos écolos qui font ça. C'est des marginaux. C'est pas crédible. Est-ce que tu peux contextualiser pour les bovins l'histoire un peu des races locales ? Parce qu'on pourrait penser en races locales que c'est des races autochtones qui ont toujours été là. Pourquoi elles ont failli disparaître pour certaines et comment elles ont été relancées et c'est quoi les enjeux aujourd'hui, à la fois pour les particuliers, pour les professionnels, d'avoir une attention toute particulière. En fait, la notion de race, elle est très zootechnique, en fait. Elle n'est pas du tout anthropologique. Quand on parle de race en élevage, c'est très technique, en fait. C'est pour caractériser des groupes de populations qui ont des phénotypes semblables. Et en fait, cette notion de race, elle est apparue au 19e siècle. Donc ça s'organise comment ? En fait, ça s'est organisé très rapidement en France, par secteur géographique, par territoire, par région, parce que pour faire reproduire des animaux, il fallait un mâle et une femelle. On allait chercher le taureau chez le voisin. Et donc il y a des groupes qui se sont uniformisés, et puis on a gardé les animaux, on a fait de la sélection massale, comme on a fait avec les blés, les maïs, les variétés végétales. On a sélectionné les meilleurs animaux qui correspondaient à notre système. Alors, des fois, c'était pas toujours très cohérent, en fait. Des fois, c'est juste quelques personnes qui ont décidé que cette couleur-là, elle était formidable, et qu'il fallait la garder. Et que c'était le standard de la race. Mais souvent, c'était très pratico-pratique. C'était les animaux les plus adaptés au territoire, selon les conditions climatiques, pédoclimatiques, les organisations sociales aussi des êtres humains. Tout ça correspondait, il y avait une cohérence. Et ça s'est figé, les races, vraiment plutôt quand même au 19e, 20e siècle, quoi. Il y a eu une démarche scientifique qui a permis de caractériser ça. Puis après sont arrivés les systèmes d'insémination artificielle, l'échange de reproducteurs. Donc du coup, après, ça s'est développé. Et donc du coup, on a vu des animaux plus productifs que d'autres. Et donc après la guerre, quand il a fallu réorganiser le système de production alimentaire, donc l'agriculture, en 1947, le gouvernement provisoire confie à un syndicat majoritaire le ministère de l'Agriculture, et en 1962, Edgar Pisani met une loi qui permet de faire du développement agricole, et là, on choisit de garder que quelques races productives. Donc on dit que toutes les races qui ne correspondent pas à un modèle choisi à l'époque doivent disparaître. C'est pas dit comme ça dans le texte, mais par exemple, on met des amendes à des gens qui font saillir des animaux non répertoriés dans le catalogue, comme les semences végétales. Et on avait décidé qu'il fallait 3 grandes races laitières, 2 grandes races à viande. S'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte dans les années 60-70 pour dire « mais nous, nos vieilles vaches, on veut les garder », nous, en Bretagne, nos vieilles armoires bretonnes et nos lits de coin, ils sont vachement bien. Le formica, on n'en veut pas. C'est pareil, on ne veut pas des Normandes et des Holstein. On garde nos vieilles bretonnes. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et pour la petite histoire, la bretonne pinoire, il y a eu ces vieux lanceurs d'alerte qui n'ont rien voulu lâcher. Et ils ont rencontré une jeune génération qui arrivait du Larzac, si on stéréotype, qui remontait et qui revenait avec des grands cheveux et qui rencontrait des vieux briscards et qui disaient mais on peut s'entendre en fait. Peut-être qu'on partage pas la même vision du monde parce que il y avait des vieux conservateurs et des jeunes révolutionnaires et c'est la rencontre des deux qui a fait que ils se sont dit mais il faut sauvegarder ce patrimoine. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, c'est la bretonne pinoire en 1976. En 50 ans, on a failli faire disparaître toute la biodiversité domestique. On a des données, combien de races ont disparu ? Oui, alors il y avait plus d'une quarantaine de races en France, je dirais avant la guerre.
Et aujourd'hui, il reste 13 races dans les races bovines, 13 races locales. En plus des grandes races dominantes comme la Holstein, la Montbéliarde, la Normande, la Limousine, la Blonde d'Aquitaine et la Charolaise pour les races à viande. Mais c'est pas gagné, hein. Il y a des races où il reste encore 190, 200 vaches. En prime Holstein, on doit être à 3 millions de vaches, je crois, un truc comme ça. En Bretonne Pinot Noir, on est à 3000. Et rien n'est gagné, hein. Et l'actualité dernière nous le montre, hein. Et voilà. Ça, c'est un veau, c'est la 3e fois qu'il boit tout seul. Il est né dimanche. Donc il est resté 2 jours avec sa mère. 2 jours avec sa mère et après on l'a séparé. Et donc la séparation, il faut être délicat, il faut être attentif, il faut faire de l'imprégnation en fait. C'est là que commence la domestication. C'est hyper important. Et là les veaux tout de suite ils sont notre odeur, le calme, il ne faut pas les brusquer. Et il faut les rassurer en fait. Puis après ils boivent et puis s'habituent à nous. Je vais rentrer à la place. Allez, viens. Là, je distribue le lait, le colostrum des veaux. Toutes les vaches qui viennent de véler, donc elles viennent de mettre bas, et tout le lait, pendant 10 jours, à peu près une dizaine de jours, le lait, il est ce qu'on appelle le colostrum. Il est très très riche pour les veaux, mais il n'est pas du tout consommable pour nous les humains. Pas fromageable du tout. Donc c'est très bien. On le met aux veaux comme ça. Donc ils s'habituent, ça leur procure l'immunité pendant à peu près 3 semaines, un mois. Puis petit à petit, ils vont acquérir leur immunité à eux. Donc c'est très important qu'ils boivent le colostrum en fait, dès le départ. Sinon, ils chopent des maladies ambiantes. Et du coup, au moment du vélage, ça t'arrive vraiment jamais d'appeler le veto? Jamais? Pour la mise bas, non. Non. En Bretonne Pinot Noir, non. Et... On a fait, en 17 ans, on a fait un veau, en tirant juste sur les pattes du veau qui sortait. Mais à la main, quoi. Sans tirer avec des cordes, rien, quoi. En fait, des veaux mal placés, trop gros, ça arrive régulièrement dans toutes les races. Pas en Bretonne Pinot Noir, mais dans toutes les grandes races. Après, dans les schémas de sélection, on a cherché la rentabilité. L'exemple, c'est on a sélectionné des races très laitières avec des grosses mamelles qui donnent beaucoup de lait. Dans les races à viande, on a sélectionné des animaux plutôt à forte rentabilité musculaire. Et donc on savait qu'une carcasse au crochet, il y avait plus de muscles que sur une race mixte qui pousse doucement, qui... Après, derrière, il faut en accepter. Quand on a une Ferrari, des fois, il faut souvent changer les pneus, il faut souvent faire de l'entretien, quoi. Nous, on a des petites 2 chevaux, nous. Elles nous vont bien, quoi. Donc, elles vont pas vite, mais elles durent longtemps. Là. Tu pourrais faire un parallèle justement entre, je pense que c'est important de schématiser entre 2 systèmes, celui que vous avez ici, et puis un système classique, Prime Holstein, ensilage maïs, et c'est quoi les enjeux, notamment en termes d'alimentation et de qualité du lait à la fin c'est difficilement comparable parce que nous on est sur un système où on est complètement autonome et on maîtrise l'amont et l'aval. Alors que des systèmes comme tu le décris, en fait, eux, c'est des systèmes où tout est vertical, chaque maillage est délégué. Il y a plein d'intermédiaires, en fait. Il y a plein d'intermédiaires à l'amont d'un élevage comme ce que tu décris et en aval. Donc du coup, le producteur de lait en filière, lui, il est qu'un maillon. Et à un moment donné, lui, on lui dit, non, tu vois tes intrants, là, tout ce que tu dois acheter, là, tout dépend du cours du pétrole. Que ce soit les engrais, les carburants, puis le maïs, le soja, si le pétrole augmente, pouf, les importations, enfin, tout est lié. Et puis, les distributeurs et les industriels laitiers qui, eux, spéculent sur les prix, parce que la grande distribution tire toujours vers le plus bas, donc peuvent vendre des produits à perte, en fait, pour faire venir du monde dans leurs magasins. Donc c'est terrible quand la même année, tout l'amont explose en tarif et que l'aval baisse et que ton produit il est invendable.
Et ben derrière, l'éleveur, il est pris entre les deux, lui. Il décide de rien. Nous, dans un système comme le nôtre, l'autonomie, elle se concrétise assez facilement. C'est que là, nos animaux, ils mangent l'herbe qui pousse dans les prés, là. Donc c'est vachement bien, parce que ça piège le gaz carbonique en plus. Donc c'est formidable. Et l'hiver, eh ben, on va les nourrir avec le foin qu'on a fait pendant la période des foins, et un peu de mélange céréalier qu'on a produit sur la ferme. Donc à la limite, la seule dépendance qu'on a aujourd'hui, c'est sur les semences. Il faut qu'on achète des semences, quand même. Ça, c'est pas complètement résolu, mais on y travaille. Et l'énergie quand même. Et il y a l'énergie. Alors l'énergie, on a du bois déchiqueté. Là, on a des panneaux solaires qu'on a montés sur du bâtiment agricole. Donc on va aller travailler sur cette énergie renouvelable. Mais voilà, il y a encore EDF. L'autonomie, les derniers événements nous montrent bien que on parle de souveraineté d'un seul coup, là. Alimentaire, énergétique, comme si c'était un truc qu'on était en train de redécouvrir. Là. Alors eux, ils sont sevrés. Donc, au bout de 2 mois et demi, en fait, les animaux ils deviennent ruminants. Et donc là, ils vont faire fonctionner leurs 4 estomacs. Et donc, ils mangent du foin produit sur la ferme. Et l'hiver, c'est au foin et au mélange céréalier produit sur la ferme. Donc là, je vais enlever. Mais ça veut dire que le lait, nous, c'est selon la qualité des foins, la qualité des animaux en lactation, c'est tout un ensemble. Mais ça veut dire qu'il y a une année sur l'autre, on ne sait jamais, on voit à peu près ce qu'on va produire, mais il y a des années où ça va super bien fonctionner et d'autres un peu moins bien. Nous, on n'a pas de maïs et de soja pour pouvoir réguler la production. C'est là la différence. En système classique, en laiterie, pourquoi on a mis les fourrages fermentés, les ensilages, et le tourteau de soja a une protéine très riche en énergie qui accélère la production laitière, parce qu'on maintient une production laitière toute l'année et les industries tournent toute l'année. En quoi le lait de Bretonne Pinoire a un intérêt particulier en transformation laitière ? Alors, il a un intérêt, c'est qu'il est très fromageable parce que 2 choses. Il a des acides gras, des globules gras d'une taille très intéressante parce que ça va vraiment fixer les saveurs et il résiste en plus, ces acides gras derrière, à des hautes températures. Donc ils ne sont pas détruits et sur des technologies fromagères comme la pâte pressée cuite où je monte à 53 degrés, et même avec du gras, je garde de la saveur, du fruité. Et puis au niveau des caséines, donc la protéine, on a un rapport protéine-gras qui est super intéressant et une caséine qui a un pouvoir coagulant très fort. Donc tout ce qu'il faut pour avoir un lait fromageable. Comme quoi, je reviens tout à l'heure à comment les êtres humains ont sauvegardé des races adaptées à leur territoire. C'était pas pour faire du fromage à l'époque par chez nous, mais parce que on n'avait pas eu idée d'en faire. Et on n'avait pas forcément l'idée d'en faire. Mais en fait, on peut en faire. Donc peut-être que dans les 200 ans qui viennent, la Bretagne sera la première région fromagère de France. Ah, je rigole. Mais là, on a un lait super intéressant. Donc là, ce matin, en fait, avec le lait de mardi soir et mercredi matin, j'ai fait des pâtes pressées cuites, les meules. Donc c'est des fromages qui ressemblent un peu, c'est les mêmes technologies que le comté un petit peu. Et en fait, nous, on veut montrer que même dans le nord-ouest, là, on a des pâturages, on a une température assez constante toute l'année, on a une hygrométrie assez intéressante, on arrive à faire des fromages affinés, en fait, des fromages de garde, avec des terroirs très différents. À nous de préserver les terroirs, mais justement, nos petites 2 chevaux, là, nos petites vaches bretonnes pinoires, elles sont idéales pour faire ça. Parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des parcelles de 15 hectares avec plus de haies, où on a tout arraché, où on produit de l'herbe en manière intensive. Non, nous, on préserve les vieilles pâtures avec de la haie pour avoir des écosystèmes, comme en zone de montagne, quelque part. Le pâturage, les estives, c'est ça, quoi. C'est des prairies où il y a plein de micro-organismes, et il y a un équilibre entre la flore et la faune, même microbienne, qui permet d'avoir des bactéries lactiques riches et qui permet d'avoir des laits qui se fromagent super bien, quoi. C'est tout un écosystème, en fait. Nous, les animaux, ils sont juste le médium, en fait, pour pouvoir exploiter le maximum de ce que nous donne la nature. Nous, on accompagne tout ça, en fait. Mais à notre sauce, à nous, avec nos ferments à nous, donc le gouel. C'est un lait fermenté, en fait, de la famille des yaourts, des kéfirs, tout ce qui est un petit peu à la mode en ce moment. Là, les laits fermentés, ils attirent beaucoup parce qu'ils sont très intéressants au niveau nutritionnel, très intéressants au niveau digestibilité.
on est bourré d'antibiotiques et de malbouffe, donc on a besoin de régénérer nos microbiotes. Eh ben, les laits fermentés sont très intéressants pour ça. Le Guelb, il est doublement intéressant, c'est que c'est bon, déjà, faut le dire, c'est bon. Et donc de la diversité culinaire, et puis de la diversité microbienne. Parce que là, on est sur un ferment indigène en plus. C'est pas seulement un produit, c'est aussi un ferment. Un ferment indigène, c'est un ferment qui n'a pas été... les bactéries n'ont pas été isolées individuellement, les souches et les espèces, pour en refaire de manière artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de fromagers utilisent des ferments industriels, lyophilisés, avec des souches, où on sait que cette souche-là donne de la texture, cette souche-là donne du fruité. Alors qu'en travaillant avec des ferments indigènes, quelque part, le ferment indigène, c'est une espèce de consortium. Là, il y a le produit, il y a les souches de bactéries, et en plus, il s'adapte à chaque ferme. Et derrière, ce qui est génial, c'est que juste en travaillant dans cette philosophie-là, du coup, nous, on imagine collectivement avec les éleveurs là, de l'association des paysans producteurs de Gouel, sur la démarche AOP, c'est de s'en servir en technologie et en innovation technologique fromagère, en accompagnant ce que naturellement la biodiversité nous propose. Donc la sauvegarder, c'est aussi permettre de faire de l'innovation demain. Si on n'avait pas sauvegardé tout ça, on ne pourrait plus inventer, on ne pourrait plus créer. C'est là l'importance. Donc la démarche AOP, elle a aussi son intérêt là-dedans, c'est qu'elle nous sécurise. En fait, elle nous donne un cadre, collectivement, pour avancer. Elle nous donne un cadre, une méthode qui peut se transmettre derrière. Et si on obtient l'AOP, tant mieux. On n'a pas fait un AOP pour vendre plus de produits, en fait. On n'a pas besoin. On vend tous nos produits. Les éleveurs qui ont sauvegardé les races bretonnes, ils ont en même temps sauvegardé ce produit, ce savoir-faire. Il y a une cohérence dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que sauver des vaches pour les avoir en collection dans nos fermes. C'est que derrière, il y a toute une agriculture qu'on veut préserver, tout un savoir-faire, un patrimoine, sans tomber dans le cliché du traditionnaliste, qui veut faire comme c'était mieux avant. Et non, au contraire, c'est montrer que c'est hyper moderne et qu'on peut même faire de la recherche et qu'on peut innover et que peut-être qu'on pourra inventer des fromages avec ça. Donc on est plusieurs producteurs là, à créer des fromages avec le Gouel comme ferment. En fait, l'idée, c'est que dans la démarche AOP Gouel, c'est que d'une part, on sécurise la démarche, le ferment, le savoir-faire qui a été préservé depuis 40 ans. L'idée, c'est ça, c'est que peut-être que plus tard, il y aura le vacheron de race locale bretonne au Gouel. Et si nous, les Indiens de la réserve, là, si en plus on arrive à être reconnus par le ministère comme quoi nos produits ont une démarche qualitative intéressante et que c'est viable, yeah. Si tu veux, il y a aussi cette façon de sécuriser la démarche sur le lait fermenté pour pas que quelqu'un nous la pique, mais il y a aussi une reconnaissance de la profession sur le métier qu'on fait. Et montrer que ça participe à une diversification des systèmes en agriculture et que nous, on se place plutôt parmi l'agriculture paysanne parce qu'elle répond plus à nos valeurs et que c'est cette agriculture-là qui nous permet de sauvegarder la biodiversité. Et s'il n'y a pas de volonté politique, on est dans le bassin de la production porcine et laitière d'Europe. Et donc l'enjeu, c'est l'économie de masse, la production de masse. Sauf qu'aujourd'hui, les enjeux de société, les enjeux environnementaux, maintenant les enjeux géopolitiques, font qu'à un moment donné, peut-être qu'on va rabattre les cartes, ou pas. Nous, on s'attache à proposer aussi un modèle économique derrière. C'est pas seulement qu'un acte militant. Je suis pas contre le système, moi. Moi, je fais un pas de côté et je propose autre chose. Et puis après, ceux qui voudront s'en emparer, ils participent au truc. Moi, j'ai rien contre l'agro-industrie, mais à un moment donné, l'agro-industrie, elle dit bien son nom. Nous, en gros, symboliquement, c'est une agriculture de proximité, en circuit court. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps au pas de la porte, évidemment. Des grands centres urbains comme Paris, il faut bien qu'une ville comme ça soit approvisionnée. Mais on est en direct toujours avec des gens qui partagent nos valeurs et qui se questionnent aussi sur les métiers, comment ils évoluent, nos métiers les uns les autres. Comment on peut les faire évoluer ensemble pour qu'on retrouve... Alors je dis pas que c'est revenir vers le passé, mais avant, un restaurateur, un boucher, un boulanger, il allait chercher ses farines, sa viande, en direct chez un producteur. Ouais. Aujourd'hui, il y a un peu tout ça à réinventer en fait, mais avec les réalités d'aujourd'hui, avec les réalités sociales aussi. Comment on rémunère le travail dans nos entreprises, à nous, les uns les autres. Nous, le but, c'est
c'est des clichés, mais c'est de se dire, moi, j'habite sur un territoire, là, sur une commune, j'ai des relations sociales avec les gens, et puis j'utilise la nature pour en vivre économiquement. Donc j'ai une lourde responsabilité, je ne dois pas faire n'importe quoi avec ça. Donc je dois plutôt avoir un système vertueux qui sauvegarde un petit peu cette nature pour que les générations futures puissent continuer de bien se nourrir, de bien vivre sur les territoires, d'être épanouis aussi dans leur métier et de pas être des esclaves de différents systèmes, quoi. C'est ça aussi, quoi. Les élevages bovins sont souvent décriés pour la question de l'impact carbone dans le contexte du réchauffement climatique. Quel est ton point de vue sur ce sujet ? Il y a le carbone et le méthane. C'est-à-dire que les animaux qui pâturent rejettent moins de méthane à l'éruption que ceux qui mangent manger de la choucroute toute la semaine. Vous allez voir comment ça dégaze derrière. Les ruminants, c'est pareil. Hein. S'ils mangent des fourrages fermentés en permanence, ils éruptent. Quand ils sont au pâturage, non. Ils éruptent moins. Il y a moins de méthane dégagé et le gaz carbonique en plus est piégé par la pâture. Donc quand on parle d'élevage, de quel élevage on parle ? Et c'est parce qu'on a artificialisé l'élevage qu'aujourd'hui on a les conséquences qu'on en a. Quand je parle d'aliments fermentés pour les ruminants, c'est l'ensilage d'herbe ou l'ensilage de maïs. En fait, c'est des plantes. Le maïs, on peut le travailler comme graine, comme maïs grain, mais aussi comme plante entière du maïs fourrage. Et ce maïs fourrage, en fait, c'est 80% de l'alimentation des vaches laitières aujourd'hui en France. Hein, c'est le fourrage de base. C'est la ration. Dans la ration de base, c'est le plat principal. Et après, on y met des correcteurs dessus pour ramener de l'énergie et de l'azote, de la protéine, pour pouvoir équilibrer la ration. Et ça, on utilise le tourteau de soja. Alors, donc, on est dépendant de l'Amérique du Sud et des États-Unis pour ça. Alors, on cherche l'autonomie protéique aujourd'hui en Europe, mais bon, c'est pas gagné. Et puis, on corrige aussi en énergie avec des céréales. Et tout ça, ces animaux-là, c'est leur plat principal. Mais quand on mange du fourrage fermenté, les animaux, derrière, ça stimule dans leur digestion énormément leur foie. Il est énormément sollicité. C'est des animaux qui, au bout de 2-3 lactations, 2-3 années, quand ils ont produit du lait à ce régime-là, doivent disparaître. Parce que le foie est rendu... Donc soit au mieux, on leur met des hépatoprotecteurs pour permettre au foie de tenir 2-3 ans. Mais ça, c'est au mieux, quoi. Sinon, à un moment donné, l'animal, il a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner. Il est essoré. Et hop, il part. Et c'est là où... Alors, nous, on a des animaux qui... il y a des vaches, là, qui ont 13 ans, 14 ans. Elles sont toujours là, elles donnent toujours leur lait. Alors, elles en donnent moins. Mais pendant 10 ans, elles ont produit quasiment le même tonnage de lait qu'une vache, une Holstein en 3 ans. Mais elles ont coûté déjà 3 fois moins cher à l'éleveur parce que y a pas d'aliments, elles pâturent de l'herbe, et puis elles sont en bonne santé. Il y a un autre sujet qui est important, en tout cas dans l'image que les gens se font de l'élevage, sans parler de position extrême, c'est le bien-être animal. On a tous une conception, je pense, qu'on vienne de la ville ou de la campagne, différente de ce sujet. Vous, comment vous le vivez à la ferme ? Alors moi, je parle de bientraitance. Moi, ma notion sur la bientraitance, c'est que c'est tout un ensemble, en fait. C'est la façon dont on les accompagne à la naissance, dont on les élève, dont on les nourrit. Pour moi, l'animal, il est partenaire. C'est mon partenaire. Et c'est pas un animal que je cherche à exploiter pour en tirer le maximum. Je suis pas un exploitant agricole. Je suis un paysan qui accompagne, qui vit avec ses animaux et qui a besoin d'eux pour pouvoir vivre. Mais quand ils ne peuvent pas me donner ce qu'ils ont à me donner, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc déjà, je cherche à comprendre pourquoi l'animal il n'est pas en bonne santé, pourquoi il ne va pas bien, quoi. Moi, je considère que je les respecte. Donc quand ils m'ont bien accompagné dans toute leur vie, à la fin, il faut les accompagner vers la mort. Et là, il y a un gros travail de société à faire sur l'abattage et sur la mort, mais il faut que tout le monde s'en empare. C'est pas qu'un problème d'agriculteur, ça, de profession agricole. C'est qu'il faut que la société s'en empare et pas le balayer d'un revers de main, parce que c'est ce qu'on a fait avec nos vieux, et on voit qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, on est bien dans la merde. Donc ça sera pareil. C'est quel rapport on a, nous, avec la vie, donc avec la mort. C'est vachement compliqué, ça.
Et nous, en élevage, on vit tout le temps avec ce questionnement. La vie, la mort des animaux qui nous entourent, comment bien les accompagner pour qu'ils ne souffrent pas. Pour moi, aujourd'hui, le seul souci pour nous, c'est encore de ne pas maîtriser l'abattage sur l'accompagnement à la mort, en fait. Moi, je ne sais pas si j'aurais envie d'abattre mes propres animaux sur ma ferme. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il y ait des outils plus proches où je peux accompagner l'animal jusqu'à cet outil-là, et que je sache que les gens qui y travaillent sont aussi bien traités, parce que les gens qui travaillent dans les abattoirs, au secours, et à un moment donné, on déshumanise tout. Donc si on déshumanise, on est forcément maltraitant. Et être humain jusqu'au bout, c'est aussi avoir de la compassion pour les animaux. Donc déjà bien traiter les gens, et que les éleveurs et les consommateurs sachent ce qui se passe dans les abattoirs, qu'il y ait une transparence. Et là, moi, je serai en confiance pour amener mes animaux. Mais il y a des éleveurs, des collègues qui font le choix d'abattre leurs animaux à la ferme. Pour moi, il y a plein de modalités, mais le cadre, pour moi, c'est celui-ci. C'est rétablir la confiance et que les animaux ne soient pas délégués et qu'on ne s'en occupe plus. Aujourd'hui, dans le nord-ouest de la France, tous les grands abattoirs appartiennent aux industriels. Il n'y a plus d'abattoirs municipaux, il n'y a plus d'abattoirs dans lesquels on peut avoir accès. Moi, gamin, je me souviens aller avec mon père emmener une vache à l'abattoir de Blain, juste à côté. C'était à un quart d'heure de chez mes parents. Et ça, c'était dans les années 80, c'était hier. Et on a l'impression que tout le monde se réveille là. Mais ça fait longtemps qu'il y en a qui alertent sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, du coup, on est arrivé à des points d'incompréhension et du coup de vision manichéenne des choses, alors que c'est très complexe. Alors, voilà, tu vois. Donc là, j'enlève la toile. Donc là, on a vraiment un gros fromage, une meule, hein, qui fait 35-40 cm de diamètre, bien jaune, parce que le lait est bien jaune chez nous. Donc là, je vais enlever le rebord, là, je vais ronurer ça, et je vais le remettre dans son moule sur un store en plastique, un petit store qui va permettre de ressuyer toute la nuit. Vous faites combien de fromages ici ? On va toute la famille des crèmeries, crème, lait cru, crème, beurre. Après, il y a toute la famille des lactiques, fromage frais, fromage blanc, les fermentés, le goël, et les pâtes pressées non cuites, pâtes pressées cuites, type raclette et type reblochon, quoi. Donc ça fait une gamme étendue. Et à un moment donné, il faut être rigoureux dans toutes les gammes, et dans le planning de transformation à la semaine, il faut arriver à tout articuler, tout ça. Et là, sur la ferme, on doit faire évoluer les choses. On a eu des opportunités foncières, donc on va pouvoir s'agrandir. L'idée, c'est pas de produire plus pour gagner plus, quoi. C'est pas l'intérêt. C'est de dire comment on va pouvoir consolider notre métier, comment on va pouvoir l'élargir sur d'autres corporations, quelque part, et comment on va pouvoir faire quelque chose de pérenne dans le temps, qui ne repose pas sur la capitalisation pure et dure de la richesse créée, quoi. Comment les gens pourront venir aussi s'épanouir dans un projet, même si c'est un projet professionnel, dans le travail, il peut être satisfaisant pour tout le monde, quoi. C'est un peu ça qui nous... Mais c'est jamais simple, ça. Il faut toujours des idéaux, quelque part, pour aller... pour se dire, il faut être un peu utopiste, un peu fou, des fois. Je pense que si t'as pas un brin de folie, tu prends jamais de risque. Il y a tout ça, quoi. Aujourd'hui, il y a une demande forte aujourd'hui en installation. Alors, il y a deux, en gros, pour schématiser, il y a deux parcours classiques. Il y a le parcours familial, transmission familiale. On reprend derrière les parents et puis ça continue. Alors ça, c'est en perte de vitesse plus aujourd'hui en France et en Europe. Aujourd'hui, les fermes, elles ont grossi. Et aujourd'hui, quand tu dois reprendre 1 500 000 euros de capital, comment tu fais, quoi ? Quand tu as 23 ans, tu n'as pas vu grand-chose, et puis que tu as des frères et sœurs, et puis qu'il y a du capital immobilier en plus.
Alors que dans nos systèmes, on attire beaucoup, alors c'est vraiment très stéréotypé, très schématique, mais on attire beaucoup de gens de l'extérieur du milieu agricole, des néo-ruraux. Donc quand on est ingénieur informaticien à Paris et qu'on veut devenir paysan, c'est pas facile. Alors quand on a la tête bien faite et de la méthode, sur le papier c'est super simple. Sauf qu'il y a la réalité, c'est des métiers de savoir-faire. Parce qu'il suffit pas de trouver de la surface, avoir un après bancaire et avoir fait 3 mois de stage, quoi. Si c'est ça, le garde-fou, c'est pas suffisant. Et à un moment donné, les garde-fous, c'est vraiment avoir suffisamment d'expérience, de maîtriser son sujet. De toute façon, le financeur, il le sait tout de suite. Il le voit assez bien. Et donc, quand tu galères à te faire financer par un banquier, souvent tu dis, le banquier, il veut financer que des gros projets. C'est pas vrai maintenant, ça. Ça les intéresse de financer des petits projets comme ça, parce que pour eux, pour leur image, ça leur sert. Mais derrière, souvent, c'est parce qu'ils sentent que c'est fragile, et qu'il manque de garanties. Et il y a des garanties qui peuvent être des garanties financières, de la famille derrière qui t'aide, vas-y, on te finance. Mais il y a aussi la garantie de savoir, tu maîtrises ton métier là. C'est un métier, en fait, c'est pas une envie, quoi. C'est pas... Donc il y a ça. Et puis il y a les investissements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'enflammer, quoi. On est sur des petits systèmes qui vont dégager un chiffre d'affaires qui sera limité. Donc tu vas travailler sur la valeur ajoutée, mais qui n'est pas extensible. Pas tout de suite, à moins que tu te diversifies, que tu agrandis ton exploitation. Mais sur un volume donné, pendant les 10 premières années, tu ne vas pas pouvoir aller, quand tu seras au taquet de ta valeur ajoutée, de ta marge, tu n'iras pas plus loin. Donc ça veut dire que tu as un niveau de vie maximum que tu peux atteindre. Donc il faut être bien d'accord avec ça. Tu as 50 hectares, tu as 25 vaches, tu vas pas pouvoir faire 300 000 euros de BE. C'est pas possible. Et derrière, il y a le travail, la pénibilité du travail, travailler tous les jours quand tu es tout seul. Donc comment se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler seul ? Si c'est pas seul, si c'est en collectif, c'est comment j'organise le collectif, comment j'organise le travail, comment on partage les valeurs communes. La technique, elle s'apprend, mais déjà, il faut partager le projet, quoi. Il y a tous ces aspects-là, en fait, qui sont hyper importants. C'est que de l'humain, ça. Moi, j'ai toujours voulu m'installer en collectif. Et mes parents étaient installés en GAEC aussi, avec mon oncle et ma tante. Mais moi, je suis parti en vacances quand j'étais petit avec mes parents. Et ils bossaient pas tous les week-ends, mes parents, ils bossaient un week-end sur 2. Ça, c'est un truc, mine de rien, ça reste. C'est ancré, quoi. Et les vieux stéréotypes du paysan qui travaille, qui tire sa charrue, le laboureur, là, toute sa vie, qui en chie jusqu'au bout, et qui est valeureux, parce que c'est bien, il nourrit la France. Faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se préserver, il faut vivre, Moi, j'avais envie aussi de payer des études à mes enfants. Pourquoi mes enfants, ils n'auraient pas le droit de faire des études ? Parce que ses parents ont choisi des métiers qui gagnent rien, mais ils ont choisi un truc qui avait du sens dans leur vie. Mais par contre, démerdez-vous, les enfants. Et là, on veut même aller plus loin sur le collectif. Donc là, l'idée, ça serait d'aller vers quelque chose qui ressemble à une SIC, une SCOP dans la philosophie, peut-être dans les statuts à l'aboutissement, pour pouvoir créer quelque chose de collectif au niveau agricole, avec sa valorisation, et qui fait que dans la transmission de l'outil, l'idée, c'est que l'outil sera toujours là, et que c'est les personnes qui rentrent et qui sortent, quoi. C'est pas Cédric, Mathieu, qui vont transmettre leur patrimoine en capital et qui vont en retirer plein de bénéfices, quoi. C'est pas ça l'idée, quoi. Sinon, on aurait fait d'autres métiers, quoi. Mais notre façon de voir, d'organiser notre élevage, en fait, ouais, ça fonctionne. Ouais, on en vit bien économiquement. On cherche pas à être riche, hein. Voilà, on se rémunère correctement. On paye tous nos emprunts, on n'est pas endetté. Là, on a investi un peu sur un projet futur. Voilà, c'est la vie d'une entreprise comme une autre. On y passe du temps, on est très fortement impliqué. Mais comme toute petite entreprise, comme les autres, quoi. C'est pas utopique, en fait. Ça marche. Ça fait 17 ans en plus, hein. Donc on a un peu de recul quand même.
Un grand merci à Cédric et Hervé de nous avoir ouvert les portes de leur ferme et pris le temps de partager leur expérience et les convictions qu'ils défendent. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Éléonore Ardelano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast@lesrésistants.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. À très bientôt!